J'ai grandi à Kameoka, une ville de campagne près de Kyoto. Loin des grandes villes, les yokai étaient omniprésents. On en entendait parler à travers les histoires de nos grands-parents ou les rumeurs lancées par certains de nos camarades à l'école. Ils étaient aussi utiles à certains parents qui s'en servaient pour faire obéir leurs enfants. Tout le monde connaissait quelqu'un qui jurait avoir vu un yokai, mais avec la modernisation du pays, la plupart des jeunes de ma génération ont arrêté d'y croire à l'âge adulte. Pour être honnête, je suis pratiquement sûre que je n'y croirais pas si je n'en avais pas vu un de mes propres yeux. J'ai gardé le silence sur cette histoire et je n'en ai pas parlé à ma famille. Mais ça me pèse, et bien que je sois en quelque sorte complice, je tiens à en parler, à transmettre ce que j'ai vu. De toute façon, mes parents et mes amis me penseraient folle, ou attribueraient mes souvenirs au traumatisme. Il faut dire que de toute la ville, ma famille était probablement la moins superstitieuse, tentant toujours de tout rationaliser. Je suis née au début des années 80. Mes parents travaillaient tous les deux, ce qui était rare pour l'époque, la plupart des femmes abandonnant leur carrière après leur première grossesse. Ils m'aimaient beaucoup, mais n'avaient malheureusement pas beaucoup de temps à me consacrer, et j'ai passé de longues journées chez d'autres membres de ma famille. Tout le monde aidait, de mes grands-parents à mes cousins les plus âgés, mais c'est chez une de mes tantes que je passais le plus de temps. Mes parents trouvaient cela plus pratique, elle habitait en face de chez nous. Je me souviens d'elle comme d'une personne adorable. Elle était toujours d'une grande gentillesse, patiente, à l'écoute, toujours prête à m'aider ou à jouer avec moi. C'était une quarantenaire sans enfant, mariée à un homme odieux. Toujours ivre lorsqu'il rentrait du travail, on pouvait l'entendre vociférer des obscénités avant même qu'il ne passe le pas de la porte. Je ne sais plus trop à quoi il ressemblait, je me souviens juste qu'il puait l'alcool et le tabac. J'entendais beaucoup de choses se dire sur lui, certaines que je ne comprenais pas en raison de mon âge, mais rien de très positif. Ma tante est handicapée. Elle fait partie des victimes du cléoquinol, un médicament qui avait été retiré du marché dans les années 70 parce qu'il endommageait le système nerveux. Un de ses yeux était presque aveugle. Elle souffrait de violentes migraines et elle boitait. Malheureusement, les personnes infirmes ne sont pas bien vues au Japon. J'ai honte de l'avouer, mais la famille de mon père s'était réjouie de s'en débarrasser quand son mari l'avait épousée. Ça me fait toujours frissonner. Ce validisme décomplexé, leur vision selon laquelle seules les personnes en bonne santé mentale et physique méritent le respect, ça m'a toujours dégoûtée. Mais c'est la réalité dans laquelle j'ai grandi. Ma tante était mariée à un ivrogne violent qui la trompait et lui criait dessus, mais aucun adulte n'y trouvait à redire, parce qu'il la maintenait. Au moins, il ne la bat pas, avait dit mon père lors d'une discussion qu'il avait eue avec ma mère sur la situation. Je n'avais que 8 ans à l'époque, je ne comprenais pas tout. J'avais cependant conscience de l'injustice que vivait ma tante. Je sais juste que cette année s'est déroulée une série d'événements qui a bouleversé ma famille. Le déclencheur, c'est l'alcool qui a fini de pourrir mon oncle. Furieux de voir ma tante au lit à cause d'une de ses migraines, il lui a jeté sa bouteille, la ratant de peu. Le projectile a explosé, ses éclats entaillant les bras et une partie du visage de la pauvre femme. J'étais dans le salon quand j'ai entendu le bruit de verre cassé, et j'ai eu le bon réflexe de prendre le double des clés de ma maison, et je l'ai aidé à se traîner jusqu'à chez moi. Son mari ne semblait pas inquiet, il n'a pas cherché à nous retenir. Il devait probablement voir sa femme comme un simple objet, dont il pouvait disposer comme bon lui semble, sans subir de conséquences. Ma tante n'a rien dit. Elle m'a simplement remercié quand je lui ai tendu du désinfectant. Elle gardait la tête baissée, et des larmes coulaient le long de son visage. Une fois rentrée, mes parents m'ont demandé de rester dans ma chambre, le temps qu'ils discutent entre adultes. Il fut décidé que ma tante dormirait dans ma chambre ce soir. Mes parents placèrent un deuxième futon à côté du mien, et nous souhaitèrent bonne nuit. Ma tante restait murée dans son silence, recroquevillée sur elle-même. Nous n'avons pas parlé, mais nous nous sommes comprises. Sans qu'elle ne me le dise, j'ai su que rien ne serait fait pour l'aider. Le lendemain, mes parents la ramèneraient chez mon oncle,
et elle devrait à nouveau subir des humiliations et des violences quotidiennes. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste et je n'y pouvais rien. J'ai fini par m'endormir, la rage au cœur et les yeux humides. Quand je les ai rouverts, il faisait encore nuit. Je ne sais pas ce qui m'a réveillée, mais la porte était à moitié ouverte. Une fois ma vision habituée à l'obscurité, j'ai remarqué quelque chose qui m'a paralysée de peur. Une sorte de long serpent sinueux semblait flotter près de la porte. Suivant son corps de mes yeux, j'ai réalisé que cet animal était en réalité le cou de ma tante. C'était comme une vision d'un autre monde. Le cou de ma tante s'était allongé jusqu'à en sortir sa tête de la pièce. C'était un rêve, ça ne pouvait être qu'un rêve, ou plutôt un cauchemar. Comme une somnambule, je l'ai suivi. Si tout ceci n'était qu'une hallucination cauchemardesque, rien ne pouvait m'arriver. C'est avec cette logique que j'ai continué à le suivre, jusqu'à sortir de la maison et entrer dans celle de mon oncle. Je suis entrée par la porte entrebâillée. J'ai avancé jusqu'à arriver devant une cloison entr'ouverte, celle de la chambre du couple. Ma curiosité a pris le dessus sur ma peur, et j'ai jeté un coup d'œil. Une lumière de chevet allumée m'a permis d'avoir immédiatement une vision nette de la scène. Au bout de ce gigantesque serpent, qui lui servait désormais de cou, le visage de ma tante était collé au cou de mon oncle. Du sang tachait les commissures de sa bouche, et ses yeux semblaient vides, comme si elle regardait sans voir. Livide, le corps de mon oncle gisait sans vie, les yeux révulsés, les traits déformés, son cou tordu dans un effort vain pour s'arracher, et la bouche figée en un rictus de souffrance. Pourtant, je n'éprouvais pas une once de compassion pour lui, il ne m'inspirait que du dégoût. Alors, comme tous ces adultes qui ne disaient rien, j'ai décidé de me taire. Je suis rentrée dans ma chambre. Quand je me suis à nouveau réveillée, la tête de ma tante était retournée sur ses épaules, et elle était plongée dans un profond sommeil. Seule trace de son excursion nocturne, quelques gouttes de sang séché maculaient le pourtour de sa bouche. À l'aide d'un mouchoir et d'un peu d'eau, j'ai effacé les preuves. Je me suis saisie de cette occasion inespérée d'aider une personne qui avait pris soin de moi, quitte à me rendre complice. Une fois satisfaite du nettoyage, j'ai caché le mouchoir sous un meuble et je suis retournée m'allonger, attendant que mes parents viennent me réveiller. À ma grande surprise, ma tante parut réellement choquée quand elle découvrit le corps de son mari. Elle appela elle-même la police. L'affaire fit beaucoup de bruit dans ma ville. Ma famille et moi fûmes les premiers suspects. Les tests ADN n'étaient pas monnaie courante à l'époque, et la recherche d'empreintes digitales ne donna rien. Les témoignages de mes parents et de ma tante étaient cohérents, et ne se contredisaient pas. Chacun semblait convaincu de ce qu'il affirmait. Il fut aussi découvert que mon oncle avait de nombreuses dettes, notamment envers les Yakuza, étant un fervent client des belles de nuit locales. Il n'était pas bon de creuser ce genre de piste, et l'affaire fut classée sans suite. J'ai compris plus tard que ma tante était devenue une Rokurokubi. À la différence d'autres yokai, ces créatures sont humaines, la plupart du temps des femmes. L'origine de leur malédiction est une faute commise, soit par la femme elle-même, soit par son mari. Le jour, ce sont des femmes on ne peut plus normales, impossibles à différencier des autres. Mais la nuit, leur cou s'allonge et leur tête est libre de vagabonder dans les rues à la recherche d'une proie. Dans certaines histoires anciennes, elles se contentent de lécher l'huile des lampes, une denrée précieuse pour l'époque. Dans d'autres, ce sont des vampires qui se nourrissent de sang ou de chair humaine. Elles sont particulièrement craintes car il est impossible d'en repérer une, à moins de la surprendre en pleine transformation. D'après certains récits, on peut parfois les reconnaître à quelques lignes blanches ou des veines violettes là où leur cou s'est étiré. Beaucoup de Rokurokubi ignorent tout de leur malédiction, ne se rappelant pas leurs excursions nocturnes une fois le soleil levé. Mais peu m'importe, tout ce que je sais, c'est que cette malédiction a sauvé ma tante.